bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour cette dernière conférence de ce cycle 2023-2024 et je termine avec un philosophe que j'ai eu la chance de bien connaître, de fréquenter pendant plus de 20 ans, qui nous a quittés il y a 2 ans et qui est considéré aujourd'hui à juste titre comme un philosophe important du XXe et du début du XXIe siècle. Un philosophe grec. Pourquoi grec? Eh bien, je vais essayer de vous le démontrer tout au long de cette conférence. En 2002, à Nice, lors du congrès de l'Association des philosophies de langue française, auquel j'ai participé, je participe régulièrement, c'est un congrès qui réunit tous les philosophes de langue française de la planète, Marcel Conche a prononcé une superbe conférence, que j'ai encore dans les oreilles, tant elle m'a marqué. Il m'arrive de penser que cette conférence prononcée il y a plus de 20 ans, en 2002, est en un sens son testament philosophique, même s'il a écrit entre-temps d'autres choses. Cette conférence avait pour titre « La raison philosophique vers son avenir grec ». Elle est publiée dans ce recueil, les annales de ce colloque. Alors pour commencer, laissez-moi vous lire les quelques lignes par lesquelles il a conclu cette conférence. Je commence par la conclusion, mais vous allez voir tout de suite pourquoi. Je cite ces très belles phrases de conclusion qui m'avaient beaucoup marqué à l'époque. On se connaissait peu à l'époque, c'était le début de notre relation. La nature, avec un grand N, ne cesse pas d'être. Elle est ce qui demeure. Je cesserai d'être. Mais qu'il soit vrai que j'ai été, cela demeurera toujours. Car ayant vécu, et à mon âge, il lui restait 20 ans à vivre, mais il l'ignorait, à mon âge, on peut considérer que l'on a la vie derrière soi. Par là même, je fais échec à la mort. Je l'ai piégé. Vous voyez, toute l'ironie de Marcel Conche. Désormais, la mort viendra trop tard. Ma vie a été, et ayant été, elle est pour l'éternité. Elle est pour l'éternité, reprend-il. Qu'en est-il de cet être? Ici, je vois poindre tout un essaim de questions. Je m'arrête, car je n'ai pas encore une ruche pour recueillir cet essaim. Superbe formule. Alors mon propos n'est pas de prouver en quoi la philosophie est en chemin vers son avenir grec. Je vous renvoie pour cela à ce recueil et à cette conférence que vous pouvez lire, bien entendu, mais ce n'est pas tout à fait mon propos d'aujourd'hui. Mon objectif, c'est de démontrer en quoi Marcel Conche lui-même a été, est et restera un philosophe grec, qu'il est dans la seconde moitié du XXe siècle et dans la première moitié, les premières décennies du XXIe, l'héritier d'Homère, sur lequel il a écrit, l'héritier de ceux qu'il appelait les antésocratiques. Il refusait catégoriquement qu'on parle de pré-socratique. Il disait pré, ça fait primitif, non, antésocratiques, ils sont venus avant Socrate, tout simplement. Donc il est le fidèle disciple d'Anaximandre, d'Héraclite, de Parménide, de Pyrrhon, de ces immenses philosophes qui se sont succédés mystérieusement sur le sol grec. On peut dire que presque toute la philosophie a surgi à ce moment. Je voudrais, pour commencer, vous faire profiter de ma relation avec lui pour évoquer donc ma longue amitié avec Marcel Conche et ce qu'elle m'a apporté. Marcel Conche m'a accordé le privilège de me recevoir à son domicile, de dialoguer avec lui des après-midi entières. Ce privilège, au début, je le dois à Jean-Claude Gross, qui était le directeur du théâtre des Comonies au Révest. On avait organisé ensemble un petit colloque sur Marcel Conche et il m'a conduit chez Marcel Conche à Treffort dans l'Ain. Et voilà la photo de l'époque, donc au début des années 2000, oui, on était plus jeunes tous les deux, hein, moi et lui. Au début des années 2000, donc, nous nous sommes rendus à plusieurs reprises au domicile de Marcel Conche, dans sa demeure de Treffort, sa demeure natale, dans ce village de l'Ain, pas natal, pardon, non, je dis des bêtises, dans sa maison de Treffort, où il a vécu une longue partie de sa vie, située à une quinzaine de kilomètres de Bourg-en-Bresse. C'est la demeure dans laquelle il résidait alors la plus grande partie de l'année. Il nous a fait l'immense privilège de nous consacrer un peu de son temps. Il nous a autorisé à filmer et à enregistrer nos conversations. Jean-Claude Gross possède ces précieux enregistrements. Et grâce à ces moments exceptionnels,
j'ai pu pénétrer mieux que par la seule lecture de ses œuvres la richesse d'une pensée dont l'avenir retiendra sans doute qu'elle est l'une des plus fécondes pensées du XXe siècle. C'est à l'occasion d'une de ces rencontres que Marcel Conche me fit l'honneur de me demander une préface. Moi, le petit Granarolo, j'ai préfacé le grand Marcel Conche. Je ne m'en remets toujours pas. Il m'a demandé de préfacer ses écrits sur Heidegger, 2 conférences sur Heidegger, qui avaient été rééditées en 2004 par les Cahiers de l'Égaré, c'est la maison d'édition de Jean-Claude Gross, au Revest, sous le titre Heidegger par Grottan. Et donc j'ai eu le bonheur d'écrire cette préface. Et donc je suis associé ainsi pour l'éternité au nom de Marcel Conche grâce à cette préface. Quelques années plus tard, et ça a défrayé la chronique, en 2007, il avait alors 85 ans, il abandonne tout, il abandonne son domicile, il abandonne sa riche bibliothèque de Treffort, il abandonne sa famille, ses relations, pour rejoindre la jeune Émilie en Corse. Émilie lui avait écrit et lui avait dit, il avait correspondu quelques années, il avait dit: vous m'apprendrez le grec, moi je vous apprendrai le sanskrit, parce qu'elle est très férue de littérature et de culture orientale. Et puis de fil en aiguille, il s'est amouraché, comme on peut l'être à 85 ans, de la jeune Émilie, et donc il a tout abandonné. Donc ça a fait les échos évidemment de la presse, vous voyez tous ces articles, hein, Nouvelle Obs, Le Point, etc. Bon, toute la presse s'est emparée de cet épisode original. Donc il a rejoint la jeune Émilie en Corse, elle cultivait des oliviers dans la plaine orientale, il s'est installé à quelques centaines de mètres de son exploitation, et il a été assez vite déçu, mais j'y reviendrai dans un instant. Donc il a mis dans sa petite voiture tout ce qu'elle pouvait contenir, une partie de ses ouvrages, une toute petite partie de ses livres, quelques vêtements, et il a pris le bateau pour la Corse. Et c'est en Corse précisément que je l'ai rencontré après une rencontre à Treffort. J'ai eu le bonheur de l'interviewer au théâtre de Bastia sur le thème du temps. Cette photo est prise à l'intérieur du théâtre de Bastia lors d'une journée philosophique organisée par l'un de mes amis bastiais. Et donc c'est un très beau souvenir que j'ai que ce dialogue avec Marcel Conche. Mais très vite, déçu par Émilie, dont il attendait simplement non pas un amour déchaîné à 85 ans quand même, mais il attendait l'attention qu'elle lui avait promise, il attendait qu'elle lui accorde un peu de son temps, et très vite il a compris qu'en fait Émilie n'était pas du tout intéressée par passer beaucoup de temps avec Marcel Conche. Donc 2 ans après, il s'aperçoit de son erreur, il quitte la Corse pour se réinstaller non pas à Treffort, mais en Corrèze, à Altillac, dans la maison voisine de la maison de son enfance. Je reviendrai sur Altillac dans quelques instants. Et donc c'est à Altillac que je lui ai rendu visite à 3 reprises, entre 2009 et 2015, et que notre amitié s'est consolidée. Vous avez ici la photo du petit restaurant de Beaulieu-sur-Dordogne où je l'invitais à déjeuner quand je le rencontrais, puis on reprenait nos conversations philosophiques l'après-midi. Ce sont évidemment de merveilleux souvenirs. Alors j'arrête là les descriptions de nos relations amicales pour aborder la vie et l'œuvre de Marcel Conche. Marcel Conche est né le 27 mars 1922, donc à Altillac, en Corrèze, dans une famille de petits cultivateurs. En raison de ses origines sociales très modestes, il a fréquenté le cours complémentaire de Beaulieu-sur-Dordogne. Et là, il m'a emmené voir ce bâtiment. Chaque fois que je lui ai rendu visite, on faisait un pèlerinage sur tous les lieux de son enfance. C'était très émouvant. Je vous remontrerai une image à la fin de la conférence. Donc il fréquente ce cours complémentaire, il est remarqué par ses instituteurs, ce qui l'amène à l'école normale de Tulle, il m'a emmené là aussi, puis au lycée de cette ville où il obtient le baccalauréat. Le pouvoir de Vichy à l'époque considérait qu'il était dangereux de laisser les futurs instituteurs uniquement entre les mains des professeurs d'école normale, et il était bon qu'ils fréquentent le lycée pour leur ouvrir l'esprit. Et donc il a passé son baccalauréat à Tulle. Et il a démarré sa carrière comme instituteur. Il a gardé de l'instituteur sa petite écriture. Moi, je garde toutes les lettres, évidemment, tous les textes de Marcel Conche, une petite écriture absolument magnifique, avec plein des déliés, comme on n'en fait plus aujourd'hui. Et donc, il démarre comme instituteur, mais au bout de
2-3 ans, il fait le choix de rejoindre, alors qu'il n'a aucun moyen financier, il rejoint la faculté des lettres de Paris, la Sorbonne, et il obtient l'agrégation de philosophie. Alors sa carrière ensuite, elle est très aisée à résumer. 3 lycées, où il enseigne la philosophie dans les classes terminales, Cherbourg, Évreux, Versailles, puis un poste d'assistant de philosophie à la faculté des lettres de Lille, sous la direction d'Éric Weil, qui fut mon professeur à Nice. Donc vous voyez, j'étais un peu destiné à rencontrer Marcel Conche. Quand j'ai connu Éric Weil à Nice, j'ignorais tout de Marcel Conche. Donc il a été l'assistant d'Éric Weil à Lille. Et puis enfin une chaire de philosophie en Sorbonne, où il a prodigué son enseignement pendant 20 ans, de 1969 à 1988. Il a laissé de grands souvenirs à ses anciens étudiants. Et Marcel Conche nous a quittés le 27 février 2022 à Treffort, exactement un mois avant son 100e anniversaire. Il a raté son 100e anniversaire, un mois pile avant son 100e anniversaire, il a quitté ce monde. Alors sa bibliographie maintenant, parce que c'est ça qui est quand même le plus important, se divise en 3 ensembles, très nettement délimités. D'abord une quinzaine d'ouvrages consacrés à des philosophes grecs pour la plupart, mais pas seulement, j'y reviendrai, souvent retraduits par ses soins. C'était un remarquable helléniste, il a retraduit tous les textes grecs qu'il a commentés. Ensuite un second ensemble, quelques livres peu nombreux, où il expose sa propre philosophie. Ils sont très peu nombreux ces livres et ils sont d'autant plus précieux. Et puis enfin un troisième groupe d'ouvrages, de publications proches de l'autobiographie intellectuelle, et c'est très original et j'y reviendrai bien entendu. Alors concernant le premier ensemble, les écrits sur d'autres philosophes, les écrits qu'on pourrait appeler d'historiens de la philosophie, on peut retenir que c'est en 1964, à l'âge de 42 ans donc, il avait déjà bien avancé dans sa carrière philosophique. C'est donc à l'âge de 42 ans qu'il lit pour la première fois quelqu'un dont on ose dire parfois que ce n'est pas vraiment un philosophe, mais vous savez, les plus grands philosophes, on nous répète que ce ne sont pas vraiment des philosophes. Montaigne, c'est peut-être pas tout à fait un philosophe. Pascal, c'est pas tout à fait un philosophe. Rousseau, bon, alors que ce sont sans doute les plus grands des plus grands. Bien, je referme la parenthèse. Donc il lit pour la première fois de sa vie Montaigne, et il va publier Montaigne ou la conscience heureuse aux éditions Segers, son premier ouvrage d'histoire de la philosophie. Mais il est mécontent de Segers, ça se passe très mal avec les éditions Segers, et donc il va créer les éditions de Mégare. Beaucoup de courage, et de courage financier en particulier, pour créer sa propre maison d'édition. Donc à 43-44 ans, il crée sa propre maison d'édition, qu'il appelle les éditions de Mégare. Vous avez le Montaigne ici, donc réédité aux éditions de Mégare. Et donc il va inaugurer cette maison d'édition en publiant en 1973 son livre, un livre très important, dont je reparlerai tout à l'heure, Pyrrhon ou l'apparence. Pyrrhon, c'est le père du scepticisme en Grèce, nous y reviendrons. Les presses universitaires de France, les PUF, qui sont avec Vrin le grand éditeur philosophique en France, rééditent à partir de 1986 les titres, tous les titres qui avaient été d'abord publiés aux éditions de Mégare, parce que évidemment les éditions de Mégare c'était une toute petite maison d'édition qui n'avait pas des moyens de diffusion, et donc les livres de Marcel Conche passaient un peu inaperçus. Donc les PUF reprennent les livres de Marcel Conche et cette fois ils sont largement diffusés. Et donc les PUF vont rééditer ces livres sur Homère, sur Héraclite, sur Épicure, sur Lucrèce, qui sont des ouvrages de référence aujourd'hui pour tous ceux qui étudient la philosophie grecque. Un point original, en 2002, il a traduit et commenté le Tao Te Ching de Lao Tzu. 2 ans auparavant, il avait décidé d'apprendre les idéogrammes chinois pour retraduire le Tao Te Ching. Il pensait qu'il était très mal traduit, donc il se lance dans l'étude des idéogrammes chinois. Il apprend les idéogrammes chinois, et c'est là qu'il est entré un peu en correspondance avec Émilie. Et donc, pour ne pas être prisonnier des anciennes traductions, il apprend les idéogrammes, il propose sa propre traduction et son commentaire du Tao Te Ching de Lao Tzu.
apprendre les idéogrammes à l'âge de 80 ans n'est pas banal. Je veux décourager aucun d'entre vous, mais c'est pas très banal. Et en dit long sur le personnage Marcel Conche. Pour ce qui est du second ensemble, les livres dans lesquels il expose sa propre philosophie, sa métaphysique, on retiendra La mort et la pensée, que j'ai mis au centre, en 1973, livre sans doute très important. Présence de la nature, très très beau livre, en 2001. Le sens de la philosophie, en 2003. Et ce qui est peut-être son opus majeur, le livre qui exprime le mieux sa propre philosophie, mais qui est composé de petits chapitres, parce que Marcel Conche n'est pas un penseur systématique, pour 1000 raisons que nous verrons tout à l'heure. Il se réclame du scepticisme. Et donc, il publie Orientation philosophique, qui avait été publié aux éditions de Mégare en 1974 et réédité ensuite aux presses universitaires de France. Le troisième ensemble est inauguré en 1992 avec Vivre et philosopher, qui est tout à fait intéressant. Il répond à une philosophe italienne, c'est un livre d'interview, et donc ce second ensemble comprend des ouvrages qui évoquent avec une étonnante transparence sa vie, son itinéraire, de façon très étonnante de la part d'un philosophe. Donc on a Ma vie antérieure, en 1998, et il y aura d'autres livres. Il y a Confession d'un philosophe, qui est un livre très éclairant. Dans Confession d'un philosophe, publié en 2003, il répond aux questions du plus célèbre de ses étudiants, j'ai presque envie de dire malheureusement plus célèbre que lui, André Comte-Sponville, dont vous avez tous entendu le nom. André Comte-Sponville a gardé une immense admiration pour Marcel Conche. Il a participé au recueil que nous avons publié sur Marcel Conche après sa disparition. Et puis, Philosopher à l'infini, qui est un livre extrêmement intéressant. Philosopher à l'infini est un livre dans lequel il passe en revue les philosophes majeurs avec lesquels il est en dialogue depuis toujours. Et puis il y a quelques ouvrages dans lesquels il raconte son épisode amoureux à l'âge de 85 ans avec Émilie, qu'il avait rejoint en Corse, comme je le disais tout à l'heure. Alors qu'est-ce que la philosophie pour Marcel Conche? On va commencer par là, à pénétrer l'œuvre de Marcel Conche. En janvier 2005, il publie, je viens de le citer il y a quelques instants, Philosopher à l'infini. Très très beau livre, livre majeur même, dans lequel il passe en revue les philosophes avec lesquels il est depuis toujours en dialogue, avec lesquels il échange au fond par-delà les siècles et les millénaires. Alors je voudrais vous lire les premières lignes du chapitre 1 qui s'intitule Flashback. Vous voyez, le vocabulaire de Marcel Conche n'est pas le vocabulaire d'un vieillard, pas le langage cinématographique. Flashback. Vous allez voir ces quelques lignes, elles sont, je crois, essentielles. C'est peut-être une des meilleures façons d'entrer dans la vision de Marcel Conche. C'est tout début donc du chapitre 1. Lorsque je travaillais dans la ferme de mon père, donc en Corrèze, au milieu des champs, des prés, des vignes, j'étais environné par l'infini, mais je ne m'en rendais pas compte. Et cette notion même m'était étrangère. Mon esprit était fixé sur le travail du jour. Aujourd'hui seulement, je mesure combien il s'est aliéné, s'obstinant dans la préoccupation exclusive du contingent et du fini, alors que de par sa vocation naturelle, il eût dû, je crois, se perdre dans la méditation de l'infini. Je fus écolier, élève, puis étudiant. Mon esprit, en soi ouvert à l'immensité, dut constamment se limiter à des objets restreints, se resserrer dans des soucis bornés. Les hommes passent leur vie à des travaux, des occupations, des fonctions, des rôles qui eussent pu être autres et qu'ils ont choisis, ou que parfois l'on a choisi pour eux, sous l'effet de quelques besoins, traditions, influences ou hasards, qu'il est difficile ensuite de retrouver sous l'homme de telle ou telle particularité, l'homme universel. Je vous invite à relire ce texte et le livre en entier, qui est peut-être la meilleure entrée dans la pensée, la vision de Marcel Conche. Alors le titre de ma conférence vous fait entendre que Marcel Conche est un philosophe grec. Qu'est-ce qui m'autorise à considérer Marcel Conche comme peut-être le dernier philosophe grec? C'est ce que je vais essayer de montrer peut-être
si je réussis ma performance de démontrer maintenant. Pourquoi est-il un philosophe grec? Il est d'abord un philosophe grec, c'est ma première réponse, parce que sa philosophie part de l'incontestable comme l'ont fait les premiers penseurs grecs. Qu'est-ce qui est incontestable? Autrement dit, qu'est-ce qui est universel? Les deux termes sont presque équivalents. Ce ne peut être la religion, puisque tous les humains n'ont pas les mêmes croyances. Donc ça ne peut pas être la religion, l'incontestable et l'universel. Nous ne partageons pas les mêmes croyances. Ce ne peut être Dieu, puisque nombre d'humains, depuis la modernité en particulier, ne croient pas en Dieu. Ce ne peut être l'au-delà, puisque quantité d'humains ont renoncé à ce que Nietzsche appelait les arrière-mondes au XIXe siècle. Alors quelle est l'expérience qu'ont en commun tous les humains, quelle que soit l'époque dans laquelle ils vivent, quelle que soit la culture à laquelle ils appartiennent, quelles que soient les croyances qui les distinguent? Eh bien, pour Marcel Conche, il y a en tout et pour tout deux faits incontestables: la mort et l'infinité de la nature. Ce sont les deux seuls faits incontestables. La mort, pour commencer. C'est en lisant Montaigne qu'il a eu cette hypothèse. Nul ne peut douter du fait de la mort, dont la signification demeure scientifiquement insoluble. Or, pour la philosophie classique, l'incompréhensible ne pouvait exister, ne pouvait être que le produit d'une erreur de jugement. Si on est devant l'incompréhensible, c'est qu'on n'a pas fait suffisamment d'efforts pour comprendre. Pour Conche, au contraire, la philosophie doit s'incliner devant le caractère incompréhensible de la mort. C'est sa première tâche, d'une certaine manière. Elle doit méditer à partir de ce fait, comme l'ont fait Montaigne, Pascal et le petit nombre de ceux que Marcel Conche considère comme les plus grands. Et c'est ce qu'il développait dans La mort et la pensée que j'évoquais tout à l'heure. Deuxième élément incontestable, deuxième fait universel, l'infinité de la nature avec un grand N et la double temporalité de l'humain. Je m'explique. L'homme est immergé au sein de la nature et de la nature infinie. Il est conscient qu'il est entouré de quelque chose d'immense, plus qu'immense, et seul le mot infini correspond à cette réalité. Le temps infini en particulier, ce temps infini qui rend tragique notre existence éphémère, ce temps qui entraîne une dépossession de tout ce à quoi on se rattache. Le temps en nous, écrit Marcel Conche dans Temps et Destin, plus intime à nous que nous-mêmes, est ce qui fait que nous sommes sans cesse dépossédés de nous-mêmes, dépossédés par une opération impersonnelle qui n'est pas nôtre et qui se fait sans nous. Nous sommes en permanence dépossédés par le temps de tout ce que nous avions naïvement cru posséder durablement. Nier la réalité de ce temps infini, comme l'ont tenté quelques philosophes, relève du mensonge, de la fable. Mais ce temps infini qui nous dépossède n'anéantit pas pour autant notre être, et je renvoie à la phrase initiale que j'ai citée tout à l'heure, au tout début de ma conférence. Il y a bien un être de l'homme qui s'inscrit dans une autre temporalité que celle de la nature. Il y a un temps humain au sein duquel l'homme construit sa vie, son existence. Contrairement à l'animal qui est ce qu'il est, qui est tout ce qu'il est dès sa venue au monde, l'homme a à devenir ce qu'il est. Et il peut très bien ne pas le devenir. Peut-être est-ce même ce qui advient à la plupart des humains, ne pas devenir ce que l'on est. L'être de l'homme est différent de l'être de toutes les autres choses que nous connaissons. L'être de l'homme est un devenir de liberté qui s'inscrit entre la naissance et la mort. C'est un devenir actif par lequel chacun d'entre nous a à devenir cause de soi, causa sui, c'est la fameuse expression de la théologie médiévale, formule que les derniers écrits de Marcel Conche répètent inlassablement. Donc nous avons d'un côté le fait incontestable de la mort et du temps dans lequel cette mort s'inscrit, qui rend ridicule d'une certaine manière nos existences éphémères, et de l'autre, la nature. Alors il faut faire très attention quand on prononce ce mot nature, qui est le source de bien des contresens. La nature n'est ni l'univers ni le monde. Marcel Conche distingue avec
beaucoup de soin, avec beaucoup de rigueur, les trois concepts de nature, d'univers et de monde. La nature, j'y reviendrai largement, c'est l'infini englobant, comme nous l'avons dit déjà tout à l'heure. Dans la riche interview accordée à la revue Synapse, que je citerai tout à l'heure, qui est une revue médicale, Marcel Conche qualifie la nature de champ infini d'initiative. Champ infini d'initiative. On a un champ infini autour de nous, dans lequel surgissent sans arrêt des réalités qui retombent ensuite dans le néant. C'est ça, cette expérience de la nature que font tous les hommes, de toutes les cultures et depuis tous les temps. L'univers, c'est tout autre chose. L'univers, c'est une structure théorique, un concept forgé par la science, par l'astronomie, l'astrophysique, les sciences de la nature. Les sciences de la nature croient naïvement saisir le tout de la réalité. Quand elles disent univers, elles pensent qu'elles saisissent le tout de la réalité, mais c'est un pur fantasme. Suivant les conséquences de la métaphysique de l'apparence dont je parlerai tout à l'heure, l'univers n'est qu'un regard sur la totalité, un regard particulier, le regard des modernes depuis 3 ou 4 siècles, auxquels succéderont d'autres regards. C'est un regard particulier, ça n'est pas la totalité. C'est un regard historique, auquel succéderont d'autres regards dont nous n'avons aucune idée aujourd'hui. Le monde, enfin. Le monde, c'est, je cite Marcel Conche, le visage de la nature. C'est le visage que dessine chacune des espèces vivantes. C'est le monde environnant. Clin d'œil au fondateur de l'éthologie qui s'appelait von Uexküll, le Umwelt, le monde environnant. Chaque animal vit dans une sorte de bulle qui lui est propre. Il a son monde, il a ses sensations, il y a des choses qui existent pour lui et qui n'existent pas pour l'espèce voisine. Donc l'éthologie a développé ce thème de l'environnement et Marcel Conche est redevable à ces chercheurs de l'environnement. Je le cite. Il est évident qu'il y a des mondes innombrables. Je cite l'ouvrage majeur que je signalais tout à l'heure. Il est évident qu'il y a des mondes innombrables. Notre monde humain, le monde de l'abeille, le monde de la mouche, du grillon, du crapaud, tous ces êtres vivent dans leur monde, c'est-à-dire structurent autour d'eux un monde. Et ces mondes ont une caractéristique, ces mondes innombrables, ils sont impénétrables l'un à l'autre. Nous devons accepter de n'avoir aucun accès au monde de la mouche. Malgré un film fantastique bien connu, nous n'avons aucun accès au monde de la mouche. Mais les deux concepts de nature d'un côté et de monde de l'autre ouvrent la voie à deux méditations très différentes. Marcel Conche considère, je le répète, que le concept de nature, c'est le plus universel qui soit avec la notion de monde. Et qu'au-delà des différences de culture, des différences de religion, la présence de la nature, c'est le titre d'un de ses beaux livres, c'est bien l'expérience universelle de l'humanité depuis la plus lointaine préhistoire. En nous exhortant à rejoindre le sol grec, Marcel Conche met son espérance dans une philosophie qu'on pourrait appeler œcuménique, universelle, transculturelle, qui pourrait rassembler les humains par-delà les clivages des civilisations. Les menaces écologiques que nous subissons pourraient paradoxalement avoir le mérite de nous conduire dans cette direction indiquée par Marcel Conche, même si tout aujourd'hui semble plutôt nous pousser dans la direction inverse. C'est cette période difficile que nous vivons, tout semble nous pousser vers une guerre des civilisations, alors que les menaces écologiques devraient au contraire nous pousser vers une union de cette pauvre humanité sur une planète en voie de destruction. Deuxième réponse que je ferai, pourquoi Marcel Conche est-il pour moi un philosophe grec? Il est grec parce que sa philosophie est problématique. Il n'y a pas de vérité en philosophie, il n'y a pas de preuve en philosophie. Chacun le perçoit, chacun le pressent, sans toujours tirer toutes les conséquences de ce caractère essentiel de la philosophie. Il y a des preuves et des vérités en mathématiques, pas en philosophie. De ce fait, on ne peut considérer sans restriction comme philosophes tous ceux qui ont construit leur édifice autour d'une croyance. C'est incompatible avec l'idée même de philosophie, en particulier d'une croyance religieuse, non soumise à l'examen critique. Marcel Conche a redonné tout son souffle, en même temps sa rigueur,
à la notion de scepticisme. J'y reviendrai largement tout à l'heure. Est-il pourtant un relativiste? Sans doute pas. L'attitude relativiste conduit à se désintéresser des conceptions qui nous sont étrangères. Si tout se vaut, je ne vois pas pourquoi je m'intéresserais à une conception qui ne vaut pas plus, ni mieux, ni moins que la mienne. Bon. Le relativiste considère, alors que le relativiste donc se désintéresse des conceptions différentes des siennes, Marcel Conche considère que l'acceptation de nos particularités est un gage de paix, de respect. C'est la seule garantie d'un véritable universalisme. C'est donc plutôt d'une conception que j'appellerais pluraliste à laquelle se voue Marcel Conche. C'est plutôt de pluralisme qu'il faudrait parler à propos de sa philosophie. Souvent plus radical dans ses propos lorsqu'il répond à une interview, comme la plupart des philosophes, que dans ses œuvres publiées, où on est prudent dans les formules qu'on emploie. Marcel Conche dit par exemple en novembre 2003 dans le numéro 199 de la revue médicale Synapse, que j'ai déjà cité tout à l'heure, il prononce cette phrase que vous me permettrez de qualifier de culottée, vous allez vite comprendre pourquoi. Évidemment, cela peut vous paraître un peu audacieux de dire que Descartes, Kant, Hegel n'ont pas compris la nature de la philosophie. Mais c'est quand même indiscutable. Ce n'étaient que des théologiens. Il va fort, là. On comprend pourquoi tout le monde n'a pas été l'ami de Marcel Conche. Parce qu'il refuse le point de départ théologique de Descartes, de Kant ou de Hegel, Marcel Conche est un penseur grec qui revient aux sources religieuses de la philosophie. Troisième réponse que je ferai. En quoi est-il grec? Il est grec parce que sa philosophie est sceptique. C'est Montaigne, je l'ai dit au début de mon propos, qui l'a délivré de Descartes. C'est l'expression qu'il a utilisée. Montaigne, auquel il a consacré son premier livre, dont j'ai parlé tout à l'heure. Il appartient au scepticisme, et Marcel Conche a compris cela en lisant Montaigne, de ne jamais se figer. Il appartient au scepticisme d'être sceptique à l'égard de lui-même. Le sceptique n'est pas celui qui dit je ne sais rien et dit que sais-je, à la manière de Montaigne. Montaigne, après la crise sceptique de 1576, regimbe contre ce scepticisme en ce qu'il avait d'universel. Il en découvre les limites, les bornes. Il découvre qu'il y a des choses dont on ne peut pas douter. Ce sont les valeurs morales, c'est l'honnêteté, la véracité, c'est la bonté. Donc le scepticisme a des limites que Montaigne a découvert et que Marcel Conche retrouve à son tour. Je cite Le sens de la philosophie, dont j'ai dit tout à l'heure que c'est un livre important. Il y a toujours à s'interroger, à examiner. La philosophie est cela, rechercher la vérité toujours, quoique ne la trouvant jamais. L'esprit du scepticisme ne fait qu'un avec l'esprit de la philosophie. La philosophie est sceptique dans son essence même. Scepticisme et philosophie ne font qu'un. C'est pourquoi il n'y a pas de fin de la philosophie. La philosophie ne connaît pas l'arrêt. Citation de Montaigne, « J'ai pris une route par laquelle j'irai autant qu'il y aura d'encre et de papier au monde », dit Montaigne. Le dogmatique est le philosophe qui s'arrête sur une vérité. La vérité est au fond du puits, dit Démocrite. Oui, un puits sans fond. Mais c'est ensuite Pyrrhon, plus que Montaigne, qui l'a conduit au scepticisme, qu'il a remarquablement exploré et peut-être même, pourrait-on dire, élucidé. Quatrième réponse. Marcel Conche est grec parce que sa philosophie est une philosophie tragique. Et ça va m'amener à définir un petit peu, rapidement malheureusement, le tragique. S'il est permis de voir dans le théâtre tragique un signe de la dominance de cette pensée tragique à un moment donné de l'histoire, on constatera que le tragique s'est bien davantage développé dans des périodes dynamiques, puissantes, que dans des périodes de déclin, dans les moments de force que dans les moments de faiblesse. Le théâtre grec éclot dans la Grèce du 5e siècle, qu'on a appelé l'Athènes de Périclès.
qu'on a appelé le siècle de Périclès, alors que ça a duré 30 ans. Mais il s'est passé tellement de choses qu'on dit le siècle de Périclès. Donc ce théâtre tragique s'est développé au moment où Athènes était florissante et dominait le bassin méditerranéen. 2 millénaires plus tard, la tragédie renaît en France, au cœur du XVIIe siècle français, Racine, Corneille et quelques autres, dont tout nous porte à croire qu'il fut bien le grand siècle, comme le disent les historiens, celui où la nation française a manifesté le plus brillamment sa puissance et son génie créateur, pardonnez-moi d'utiliser des formules choquantes aux yeux de certains aujourd'hui. Peut-on rendre raison de cette anomalie apparente? Comment se fait-il que le tragique surgit dans des périodes de puissance et non pas de déclin? On assimile un peu tragique à dépression. C'est tout le contraire. Nietzsche, et c'est pour ça que je mets son merveilleux visage sur l'écran, Nietzsche s'est attelé dès ses premières recherches à élaborer une réponse argumentée à cette interrogation. Aucun des spécialistes de l'Antiquité avant lui n'avait posé cette question liminaire dont toute la première philosophie nietzschéenne va découler. Comment les Grecs, voilà la question, je la formule pour Nietzsche en quelque sorte, comment les Grecs, amoureux de la vie, persuadés qu'ils vivaient au sein d'un cosmos, d'une beauté et d'une perfection sans pareil, comment ce peuple positif par excellence, comme dirait nos psys aujourd'hui, comment ces citoyens d'Athènes ont-ils pu pendant des décennies se rendre au théâtre pour voir se dérouler devant leurs yeux des scénarios aussi tragiques, cette fois au sens banal du terme, que celui d'Oedipe. Oedipe qui croit fuir son destin, qui croise sur le chemin son père, il ne sait pas que c'est son père, il le zigouille, et il arrive au village, et c'est le grand héros parce qu'il l'a débarrassé du monstre, et il épouse une femme qui est sa mère, il ne sait pas que c'est sa mère, il se crève les yeux, il part SDF sur les routes, enfin, on a les larmes qui coulent. Qu'est-ce que les Grecs allaient faire au théâtre, voir ces histoires épouvantables, même nos séries actuelles n'osent pas décrire des choses aussi monstrueuses. Ne fallait-il pas être quelque peu masochiste pour se rassembler aussi régulièrement dans des lieux de spectacle pour assister à la mise en pièces de héros broyés par le destin? Comment ce peuple grec, athénien en particulier, dont la morale est résumée une fois pour toutes dans les paroles d'Homère, qui met dans la bouche de son personnage, c'est dans l'Iliade, me semble-t-il, qu'il préférerait revenir sur terre comme gardien de vaches plutôt que d'être le prince du royaume des morts. J'en relis cette phrase, elle est capitale. Il préférerait revenir sur terre gardien de vaches plutôt que d'être le prince du royaume des morts. Comment ce peuple grec a-t-il pu se complaire dans le spectacle affligeant de la tragédie humaine? Tous devraient reconnaître à Nietzsche, même si on n'aime pas Nietzsche, on a le droit de ne pas aimer Nietzsche, mais tous devraient lui reconnaître, jusque-là je suis totalement intransigeant, vous devez reconnaître que Nietzsche a eu l'immense mérite de poser cette question majeure que personne n'avait posée avant. En réalité, et il le fait en particulier dans son premier livre, La naissance de la tragédie, le grec du 5e siècle allait retirer du spectacle tragique une leçon de courage, une leçon d'énergie. Pendant que sur la scène, des personnages bien identifiés sont déchirés par le destin, broyés, le cœur tragique, au fond de la scène, chante. Nietzsche redécouvre que le cœur tragique ne parlait pas. Évidemment, si vous lisez Sophocle dans la Pléiade, vous n'avez pas la partition. Vous ne savez pas que le cœur chantait. Mais oui, le cœur chantait. C'était de la comédie musicale. Le cœur chantait. Donc, seconde découverte majeure de Nietzsche, Dionysos, qui est la source de l'énergie. On sait que les fêtes en l'honneur de Dionysos sont à l'origine de la tragédie grecque. Dionysos, donc, s'exprime par les chants du cœur. Dionysos, c'est le dieu du printemps, c'est le dieu de l'ivresse, c'est le dieu de la nature, dans son éternelle puissance. Dionysos, c'est le cœur tragique, dont tout émerge et où tout retourne. Pendant que des individus, donc sur la scène, attachés à leur spécificité se déchirent, la puissance dionysiaque rappelle au spectateur qu'elle sera toujours vainqueur. Et cette victoire inéluctable de la puissance dionysiaque comporte un visage dynamique, et j'ai presque envie de dire, aussi étrange que ça apparaisse, un visage euphorisant.
Pourquoi euphorisant? Parce que le cœur me fait comprendre qu'éternellement la vie renaîtra. Éternellement l'ordre émergera du chaos. Donc cette union d'Apollon et de Dionysos, pour employer le jargon de Nietzsche, dont le théâtre tragique est un microcosme, dévoile ce que le peuple grec a su accomplir mieux que tout autre, la synthèse de l'ordre et du chaos, de l'instant et de l'éternité, de l'individu et de l'espèce. On ne s'étonnera donc pas de découvrir chez Marcel Conche, ce grec des temps modernes, le développement de cette pensée tragique à laquelle Nietzsche nous a initiés. Il est difficile d'enfermer Marcel Conche, vous l'avez déjà compris, dans les limites d'une étiquette, ce grec égaré à notre époque. Il nous apparaît aujourd'hui comme le penseur tragique par excellence. Il a revendiqué cette étiquette en cautionnant un très beau travail produit par une jeune philosophe espagnole. Je disais tout à l'heure à quelques-unes d'entre vous, avant le début de la conférence, qu'il aimait beaucoup s'entourer de jeunes femmes, en tout bien, tout honneur. Donc, ce livre est traduit par une jeune philosophe espagnole, Pilar Sanchez Orozco, dont le titre c'est « Actualité d'une sagesse tragique ». Il a cautionné cet ouvrage, c'est le seul ouvrage sur sa propre philosophie qu'il a cautionné. Cet ouvrage, et j'y suis d'autant plus attaché, il a été traduit par deux de mes étudiantes de Cannes, du lycée du Mont-d'Urville. Elles sont nommées sur la couverture, Marilyn Buda et Fanny Klein. Elles ont donc traduit en français ce livre de Pilar Sanchez Orozco. Alors demandons en premier lieu à Marcel Conche quelle est sa conception du tragique. On peut trouver de multiples occurrences de cette définition dans ses écrits. La plus belle définition me semble être celle la plus ramassée de ces définitions qu'on trouve dans Orientation philosophique, dont j'ai déjà dit que c'est sans doute son livre majeur. Je cite: « Une pensée véritablement tragique est celle pour laquelle ce qui a le plus de valeur est aussi ce qui est de façon inéluctable voué à périr. » Voilà ce qu'est la pensée tragique. Ce qui vaut le plus périt le premier, en quelque sorte. Et on a là un petit clin d'œil à la plus ancienne phrase que nous possédons de la philosophie grecque, qui est la phrase d'Anaximandre, sur laquelle Heidegger, et c'est une des raisons pour lesquelles Marcel Conche s'intéressait à Heidegger, a écrit un très beau texte qui s'appelle « La parole d'Anaximandre ». Je cite de mémoire, c'est un seul fragment d'Anaximandre est parvenu jusqu'à nous, qui dit les créatures sont punies éternellement, quelle que soit leur qualité, les bons et les méchants disparaissent de façon équivalente. La nature ne privilégie pas le génie par rapport à l'abruti, elle fait aucun tri, elle broie toutes ces créatures. Toute définition a ses limites, bien sûr. Ce qui manque dans cette définition, même si elle est très pertinente, c'est la face positive du tragique. La première œuvre de Marcel Conche, nous l'avons dit, porte sur Montaigne. Et je cite quelques lignes de ce livre sur Montaigne. « Le bonheur de l'homme tragique, son plaisir, sa jouissance, est fondé sur un sentiment de valeur. Il a conscience face à la mort de sa résolution, de sa liberté et de sa force. Il est heureux non simplement de vivre, mais de bien vivre. Non certes de mourir, mais de bien mourir. Malgré le tragique de sa condition mortelle, il est joyeux. Il éprouve la joie tragique. La joie tragique. En définitive, c'est la conjonction de la lucidité et d'une forme particulière, sans doute, de bonheur, qui définit le mieux la sagesse tragique. Sans illusion aucune, l'homme qu'on peut appeler l'homme tragique retire de sa lucidité une force mystérieuse, énigmatique, une énergie qu'il emploie non dans la vaine construction de chimères rassurantes, c'est un homme sans illusion, mais dans la conduite résolue de son existence. Je recours encore une fois à orientation philosophique. Je cite: « Il s'agit aujourd'hui de pouvoir regarder toute chose sans illusion aucune, et notamment le néant où tout finit, et de tirer néanmoins de cette théoria c'est un mot grec qui a donné théorie, mais qui veut dire la vision au départ en grec, c'est le verbe voir,
de tirer de cette théoria du néant un certain bonheur, entendant par bonheur ce qui fait que l'on se sent un inépuisable courage. La métaphore bien connue, et qui mérite d'être bien connue, la métaphore camusienne de Sisyphe, et les derniers mots du mythe de Sisyphe, il faut imaginer Sisyphe heureux. Il n'a pas grand-chose pour être heureux, ce malheureux Sisyphe qui roule un rocher, qui retombe et qui le remonte au sommet de la colline pour qu'il retombe de l'autre côté. Il faut imaginer Sisyphe. Eh bien, cette métaphore de Sisyphe, c'est, sur le plan littéraire, l'une des plus belles illustrations de ce courage tragique, lucide, exprimé ici par Marcel Conche. Cinquième réponse à ma question, pourquoi Marcel Conche est-il un philosophe grec? Il est grec parce que sa philosophie va du tragique à l'ironie. Se réclamant de Socrate, Pyrrhon se réclame de Socrate. On parle d'ironie socratique. Il est peu étonnant que l'ironie tienne une place importante chez Pyrrhon. Mais l'ironie pyrrhonienne, ça n'est pas l'ironie socratique. Pourquoi l'ironie? Voilà, question à laquelle je voudrais rapidement répondre. Il y a d'abord une raison théorique à l'ironie, qui est le langage. Notre langage renvoie inéluctablement à l'être, tous les linguistes l'ont montré, dire ce qui est, c'est employer le verbe être. Les Grecs l'avaient compris le premier, Benveniste et d'autres l'ont répété. Dire, c'est penser, penser, c'est dire que cela est, tel que cela est. Parler dans nos langues indo-européennes, en tout cas, mais peut-être dans toutes les langues, les linguistes ne sont pas tout à fait d'accord sur le sujet, c'est poser dans chacune de nos locutions l'alternative être, apparaître. L'être dépasse l'apparaître. L'apparaître n'est pas l'être, il est derrière l'être. Le sceptique est donc soit condamné à se taire, à pratiquer ce que Pyrrhon appelle l'aphasia, qui a donné aphasie en français, on ne dit plus rien, on arrête de parler, soit à user ironiquement du langage, ce que semble avoir fait Pyrrhon. Se moquer des fictions du langage dans et par le langage, c'est cela l'ironie pyrrhonienne, qui peut ainsi échapper au silence que semblerait imposer le refus de l'alternative de l'être et de l'apparaître. Mais il existe aussi une raison existentielle à l'ironie, parce qu'elle est la condition même de la sagesse. Si l'on veut être en adéquation avec une apparence qui à la fois est et n'est pas, il nous faut disposer d'une langue qui puisse en même temps dire et ne pas dire ce qu'elle dit. Une langue qui puisse dire et ne pas dire ce qu'elle dit, déjouant la dictature du principe de non-contradiction cher à Aristote. Eh bien, cette langue existe, c'est le discours ironique. C'est l'ironie pratiquée constamment à l'égard de son propre discours. Marcel Conche le dit magnifiquement, les mots ne sont qu'un accident du silence. Très belle formule, très poétique. Hein. Les mots ne sont qu'un accident du silence. L'ironie découvre sous la vanité de nos paroles l'omniprésence du silence, sous l'apparente stabilité des choses, l'apparence pure que nos mots ne découvrent que de façon illusoire. En ce sens, l'ironie n'est pas seulement dans le discours. L'ironie, c'est la réalité elle-même. La réalité est ironique. C'est pourquoi elle doit être aussi dans le discours, puisque le discours prétend dire le réel. L'ironie ne réside pas seulement dans nos mots, elle s'inscrit dans la réalité du monde des hommes. La nature traite ironiquement de nos discours. Je pense à la phrase célèbre de Clémenceau, les cimetières sont remplis de gens irremplaçables. L'ironie ne réside pas seulement dans nos mots, elle s'inscrit dans la réalité du monde des hommes. La nature traite ironiquement de nos discours. Elle défait à chaque instant ce que nos paroles tentent de construire. Il n'est pas indifférent de remarquer que les derniers mots du beau livre de Marcel Conche, Pyrrhon ou l'apparence, soient les suivants, je cite, « Le discours pyrrhonien comporte une ironie à l'égard de lui-même et renvoie au silence. » Dernière réponse, sixième et dernière. Marcel Conche est grec parce que sa sagesse est celle de Pyrrhon. Il nous a fallu attendre le XXe siècle, il nous a fallu attendre les recherches de Marcel Conche pour commencer à comprendre la sagesse pyrrhonienne. On n'avait pratiquement rien compris à Pyrrhon. D'après Conche, pour le scepticisme, il n'existe que des apparences. Il n'y a aucun être derrière les apparences. Ce qui amène Marcel Conche
a usé d'une expression un peu troublante, reconnaissons-le, et je ne prétends pas avoir la prétention de l'expliciter totalement devant vous ce soir, ce qui amène Marcel Conche à parler d'apparence absolue, ce qui est un oxymore terrifiant, apparence absolue. Le scepticisme, héritier de Socrate, partage l'impiété qui a valu à Socrate sa condamnation à mort. Donc le scepticisme serait fondamentalement un athéisme. Or Pyrrhon, et ça a troublé ses contemporains comme ses commentateurs, Pyrrhon a accepté pendant plusieurs années la charge de prêtre dans sa cité. Il s'est occupé du temple des dieux de sa cité. Ce qui semble troublant. Mais en fait, ça n'est pas si troublant que ça, parce qu'au fond, ne pas reconnaître les dieux de la cité, repousser les cérémonies religieuses, c'est doter les dieux et les cérémonies d'un poids, d'une signification que Pyrrhon ne veut pas leur donner. Nier les dieux, combattre la religion, c'est doter le religieux d'un poids que ne saurait lui donner le scepticisme. Être indifférent à l'égard du religieux, d'une indifférence dépourvue de mépris, dépourvue d'hostilité, voilà l'attitude de Pyrrhon. À l'égard de la religion comme de toutes les valeurs communes, l'attitude sceptique ne saurait être une attitude de rejet, mais une acceptation ironique, à nouveau j'emploie ce terme d'ironie. Écoutons Marcel Conche qui fait parler Pyrrhon, dans Pyrrhon ou l'apparence. Vous allez voir cette très belle phrase. Que le grec vive donc en grec, le perse en perse, mais toujours ironiquement. Je donne moi-même l'exemple en acceptant la prêtrise et en assurant le service divin en toute ironie. La clé du bonheur est dans la possession d'une vérité très simple. Rien ne vaut que notre humeur, toujours égale, toujours au beau fixe, comme un perpétuel beau temps, soit si peu que ce soit altéré. Rien ne vaut que notre humeur soit si peu que ce soit altéré. Voilà la sagesse ironienne. À quoi bon se soucier puisque tout est indifférent, de sorte qu'en définitive, rien ne se passe. Fin de citation. Pyrrhon, tirant les leçons de 3 siècles de philosophie, constate que tout absolu, toute vérité dogmatique, telle que les ont développées les grands philosophes qui ont succédé aux antésocratiques, Platon, Aristote et quelques autres, eh bien, tout absolu, métaphysique, moral, religieux, est source de division, est source d'affrontement entre les hommes. L'opposition binaire des thèses, selon le principe de non-contradiction, rend possible l'opposition réelle des hommes entre eux. Or, si les choses ne sont rien, si toute vérité s'évanouit, les causes des conflits entre les hommes s'évanouissent elles aussi. Des termes qu'on retrouve dans les sagesses tardives du monde hellénique, dans le stoïcisme, dans l'épicurisme, prennent dans le pyrrhonisme toute leur signification. Pyrrhon, c'est un petit peu le point d'arrivée de la philosophie grecque pour Marcel Conche. Pyrrhon nous propose d'atteindre la tranquillité, eisukia en grec, la non-agitation, l'ataraxia, c'est un terme, ataraxie, qui est repris par qui était utilisé par les stoïciens, les épicuriens, ou encore l'impassibilité, l'apatheia, qui a donné apathie, mais c'est un très mauvais équivalent. Hein. L'apatheia, c'est pas l'apathie, c'est l'absence de trouble. Voilà. C'est l'impassibilité. Les apparences ne s'opposant pas entre elles, puisqu'elles coexistent sans se contredire, elles ne peuvent susciter aucun conflit entre les hommes, aucun trouble dans l'âme. La principale source du malheur des hommes serait la réification des êtres que favorise le langage. Le langage bloque, fige la réalité. C'est la conviction que derrière les apparences se cache un être véritable, consistant. L'être humain construit des absolus qu'il croit ensuite trouver devant lui. Et on pense à la phrase de Montaigne, citée par Marcel Conche et qui est magnifique, « La plupart des guerres entre les hommes sont d'origine grammairienne ». Une phrase fabuleuse, d'origine grammairienne. Oui. Lors de ma dernière visite à Marcel Conche, à Altillac, il m'a conduit pour la première fois dans le cimetière familial, en me disant
avec son sourire inimitable, la prochaine fois, c'est ici que vous viendrez me voir. Il avait déjà fait graver sur sa pierre tombale sa date de naissance, Marcel Conche, 1922, et puis, bien sûr, son épouse, il pouvait mettre la date de décès de son époux, hein, donc il avait gravé, pour épargner le travail du graveur, il avait gravé sur la plaque tombale sa date de naissance pour qu'on n'ait plus qu'à graver la date de sa disparition. Et ça m'a beaucoup touché, ça m'a beaucoup marqué, cette visite au cimetière d'Altillac. Marcel Conche apporte la démonstration de la sagesse pyrrhonienne, au fond, son ironie à l'égard de la mort qui était la sienne. Il n'y a pas de nihilisme chez Marcel Conche. Il n'est pas indifférent de parvenir à l'ataraxie, à la sagesse. Atteindre la sagesse, ce serait apprendre à s'en tenir aux apparences, sans jamais fixer les choses, sans jamais leur ajouter quoi que ce soit, sans jamais les interpréter de façon définitive à partir de concepts figés qui créent le trouble et la division entre les hommes. C'est donc une philosophie de la légèreté que nous proposerait Pyrrhon. Et Marcel Conche à sa suite, une sagesse rendant aux choses la volatilité que nos paroles et nos interprétations leur retirent pour notre malheur. N'est-ce pas Nietzsche, cette fois encore, et j'ai dialogué pendant des heures avec Marcel sur Nietzsche, n'est-ce pas Nietzsche qui aurait le mieux compris cette sagesse pyrrhonienne? Quoi de plus proche de la sagesse pyrrhonienne que la morale, entre guillemets, nietzschéenne, telle qu'elle s'exprime par exemple, mais je pourrais citer quantité d'autres formules, dans le paragraphe 347 du Gai Savoir que je vous cite. Un désir et une force de la détermination de soi seraient concevables, une liberté du vouloir, à la faveur desquelles un esprit congédierait toute croyance, tout désir de certitude, exercer qu'il serait à se tenir en équilibre sur des possibilités légères comme sur des cordes, et même à danser de surcroît au bord des abîmes. Pareil esprit serait le libre esprit par excellence. Voilà une formule éminemment pyrrhonienne. Mais tenter de parvenir à l'ataraxie, est-ce que cela doit être compris comme une recherche, une quête? Pyrrhon se contredirait si effectivement il nous proposait une quête infinie au bout de laquelle on arriverait peut-être à l'ataraxie ou à la sagesse. Non. Or, Marcel Conche ne pense pas que Pyrrhon se contredise. Pyrrhon nous proposerait plutôt une attitude de non-recherche, une attitude de non-vouloir, que l'on pourrait peut-être rapprocher du lâcher-prise, recommandé aujourd'hui par nos psychologues. Je cite Marcel Conche, « La vie heureuse résulte d'une conversion à l'indifférence. » La sagesse pyrrhonienne, c'est donc un savoir du non-savoir. Ce que sait seulement le sage, c'est que les autres ne savent pas et croient savoir, ça c'est Socrate bien sûr, avant Pyrrhon. Ce que sait le sage, c'est que là où les hommes voient des objets de recherche, il n'y a tout simplement rien à savoir. Autrement dit, en ayant recours à une formulation précédemment utilisée, on peut affirmer que l'ataraxie pyrrhonienne consiste à se débarrasser de tous les êtres, ces êtres derrière les apparences qui sont nos pures inventions, parce qu'il n'y a que de l'apparence, apparence absolue. C'est dans le non-savoir conscient de ce qu'il est, conscient d'être un non-savoir. C'est dans une existence au cœur des apparences qui a su renoncer une fois pour toutes à l'alternative être-apparaître. C'est dans la compréhension qui, en définitive, n'a rien à savoir, qui a seulement à vivre, que l'homme se conduit selon la nature, ce qui était le mot d'ordre de la philosophie grecque. Non pas, on l'aura compris, selon une vraie nature, conquise au terme d'un chemin de recherche, d'une quête, mais selon la nature qui s'offre d'emblée, avant même toute interrogation et toute recherche, cette nature qui s'offre d'emblée au regard capable d'accueillir l'apparence absolue. Alors je vais passer sur un certain nombre de développement que j'avais prévu de faire, mais je veux pas, je préfère qu'on ait le temps de dialoguer, je ne veux pas vous épuiser, et en fait cette dernière partie m'aurait amené à des répétitions qui ne sont peut-être pas d'une unité majeure, je m'en suis aperçu en relisant ma conférence. Donc je m'achemine vers la fin de mon propos.
C'est avec une certaine solennité que Marcel Conche proclame dans ses essais sur Homère: devenir philosophe comme je l'entends, c'est devenir grec. Devenir grec. Une phrase de Présence de la nature, publiée en 2001, inscrit définitivement Marcel Conche dans l'héritage antésocratique dont j'ai parlé tout à l'heure. Elle a le mérite de relier nos deux notions, la notion d'apparence et la notion de nature. Je cite: « Penser est la tâche propre du philosophe. Et ce qui est à penser n'est pas ce qui passe en tant que cela ne fait que passer, mais ce qui demeure, à savoir la nature, selon toute apparence. Penser à la nature est donc l'affaire du philosophe. » Fin de citation. Les antésocratiques ont ouvert un chemin qu'il convient d'arpenter à nouveau, à notre tour, aujourd'hui, car il n'y a pas d'autre voie, selon Marcel Conche, pour philosopher. Chacun d'entre eux a concentré sa pensée sur l'une des facettes de cette nature, son infinité, c'est Anaximandre, son devenir, c'est Héraclite, le fleuve d'Héraclite, sa présence constante, c'est Parménide. La nature, c'est l'englobant absolu, c'est la totalité impensable, sur laquelle nous pouvons cependant, que dis-je, sur laquelle nous devons mobiliser les ressources de notre raison. Écoutons encore une fois quelques paroles de Présence de la nature. Ce qui est donné en même temps que le donné, c'est qu'il y a encore du donnable, qu'il y a un au-delà du donné. L'ensemble des choses que l'on nomme ici nature se donne comme ne pouvant jamais achever de se donner. Ainsi, la méditation sur le tout ce qu'il y a devient une méditation sur la nature comme totalité intotalisable, inépuisable, sans doute infinie. Mais cette nature infinie, je reviens un peu en arrière, cette nature infinie, non totalisable, créatrice, exubérante, est en même temps ce dans quoi nous ne pouvons vivre, et je l'ai dit tout à l'heure à propos du temps. L'homme doit s'installer dans une temporalité autre que le temps infini de la nature. Une temporalité qui peut donner un sens à son existence. Et c'est ce qu'il développe dans Temps et Destin. Et il reprend cette idée dans Présence de la nature. Je le cite. « Le temps immense, infini, est celui dans lequel nous ne pouvons vivre. Nous lui substituons un autre temps, un temps à l'échelle humaine, un temps temporalisé, celui de nos projets, de nos vouloirs. » Alors j'ai débuté mon propos tout à l'heure, il y a environ une heure, en citant la conférence prononcée à Nice en 2022, la raison philosophique vers son avenir grec. Et je voudrais citer à nouveau les mots par lesquels il a conclu cette conférence pour en faire un très rapide commentaire. Ma vie a été, ayant été, elle est pour l'éternité, elle est pour l'éternité. Qu'en est-il de cet être? Ici, je vois poindre tout un essaim de questions. Je m'arrête, car je n'ai pas encore une ruche pour recueillir cet essaim. Alors, paradoxalement, le temps a manqué à notre quasi-centenaire. Il aurait fallu qu'il atteigne l'âge de Jeanne Calment, mais il n'est pas parvenu. Le temps a manqué à notre quasi-centenaire pour recueillir cet essaim, suivant sa jolie formule. Il nous a abandonnés avec nos questions. C'est à nous de poursuivre ce chemin. Marcel Conche nous a laissé cependant un prodigieux héritage que je voudrais résumer par ces quelques formules. Réapprendre à l'écoute des antésocratiques l'infinité de la nature. Retrouver l'immensité de notre faiblesse, par-delà des croyances qui ont peut-être le tort de vouloir nous installer dans une position exagérément dominante au sein du réel. Savoir reconnaître nos ancrages, tout en étant ouvert aux regards qui ne sont pas les nôtres. Ne peut-on reconnaître dans les ambitions de la philosophie de Marcel Conche quelques-unes des conditions de notre survie en tant qu'espèce? Merci de m'avoir écouté avec autant d'attention. Je suis prêt, bien entendu, à répondre maintenant à toutes vos questions, car j'ai survolé, et il ne pouvait en être autrement,
une philosophie qui a été écrite pendant 60 ans, 70 ans. Et donc, je suis à votre écoute. Oui. Moi, j'ai beaucoup aimé parce que je trouve que, enfin, je suis vieille maintenant, et je trouve que plus je vieillis, plus je trouve que, par exemple, l'animal est à sa place. Il est à sa place dans le monde. On n'a pas à se sentir supérieur à l'animal, on est différent. Et ce que vous dites, on n'aurait pas tous ces problèmes si on acceptait. Bon, plus je vieillis aussi, j'ai pourtant une parole sainte, moins je crois à la religion. La religion, pour moi, je n'y crois plus. Parce que je trouve que justement, il faut accepter d'être ce qu'on est et d'aller au mieux de ce qu'on veut être. Et bon, c'est pas tout facile, mais je veux dire, c'est la seule condition pour être heureux. La mort ne me fait pas peur. Je trouve que la mort et la vie, c'est la même chose. Voilà. Moi, j'arrive à la conclusion que la mort et la vie, c'est la même chose. C'est différent, enfin, c'est la même chose. Je veux dire, c'est ce qu'on doit être. Voilà, c'est notre être. On est comme ça, on est amené à mourir, et on est encore là, quand on est mort, on a existé. Voilà. C'est pas très dominant, mais j'arrive à cette conclusion et la mort ne me fait plus peur. Voilà. Vous seriez complètement convaincu de cette idée qui est déjà la vôtre en lisant La mort et la pensée, qui est un livre absolument magnifique. Il y a peu de philosophes en réalité qui ont osé poser la question de la mort. Il y a Heidegger, c'est une des raisons pour lesquelles, malgré toutes les controverses qui s'accumulent maintenant depuis 30 ans sur Heidegger, c'est une raison pour laquelle Marcel Conche est intéressé, je pense, à Heidegger. C'est la méditation. Heidegger dit de l'homme, c'est l'être pour la mort, hein, für die Todsein. Bon. Ça paraît morbide, c'est pas morbide du tout. Malraux a dit ça de façon plus poétique. L'animal qui sait qu'il doit mourir est quasiment le seul, ou presque le seul, parce qu'on m'a fait une remarque il y a quelques mois ou quelques années, c'est hier, les éléphants. Oui, on m'a dit si, les éléphants, oui, parce qu'il y a des éléphants qui enterrent carrément, ou presque leurs semblables, et qui vont faire des cérémonies. Alors je me prononce plus, j'ose plus dire que c'est le seul animal qui sait qu'il est mortel. Il y a peut-être les éléphants aussi. Mais enfin, en tout cas, c'est une exception au sein de la nature. Hein. Ce savoir de la mort, c'est une exception rarissime, partagée peut-être par les deux autres. Non, voilà, oui, bien entendu. Dans cette conge, ce retour vers la Grèce, ça veut dire ce retour vers quoi? Ça veut dire ce retour vers l'universel, effectivement, vers quelque chose qui est transculturel. Qu'est-ce qui est universel? Qu'est-ce que nous partageons tous? Nous partageons tous cette idée de la nature, ce sentiment de l'infini qui nous entoure, infini spatial, infini temporel, bien plus infini que ce que disent les astrophysiciens, parce que les anté-socratiques auraient éclaté de rire, comme les Indiens de l'époque archaïque, si on leur avait dit l'univers a 13 milliards d'années. Ils auraient éclaté de rire. 13 milliards d'années, il est né hier avant le monde. Non, je vous cite cette formule bouddhique que j'aime beaucoup. Une journée de la vie de Bouddha, c'est le temps que mettrait un pendule avec une bille de plomb à ramener au niveau de la mer une montagne de plomb grande comme l'Himalaya. Ça, c'est une journée de la vie de Bouddha. Voilà. Pour les hindous de l'époque archaïque, l'univers n'a pas 13 milliards d'années, il a des milliards de milliards de milliards de milliards de milliards de milliards. En fait, il n'a jamais commencé. Bien. Et c'était la thèse aussi des anté-socratiques. Bon. Donc c'est pour ça que dans cette conte, je distingue à ce point la nature et l'univers. Bon, l'univers, c'est tout riki, l'univers. C'est une petite vision. C'est presque grotesque, l'univers et ses 13 milliards d'années depuis le Big Bang. Et d'ailleurs, nos astrophysiciens sont en train d'y revenir très largement, en pensant que ce n'est pas le début, c'est un début de quelque chose qui a sans doute été précédé par d'autres choses. L'univers en rebond de Bojovald, que je cite souvent, qui est un livre qui m'a beaucoup intéressé. Voilà. Donc voilà, l'universel, cette infinité de la nature, spatio-temporelle, et puis le savoir de la mort. Voilà. Et à partir de là, construire une philosophie indépendante on a le droit de croire ce qu'on veut. Marcel Conche était très tolérant et très ouvert, et sa femme était très croyante d'ailleurs. Hein. Il a cohabité toute sa vie avec une épouse très croyante et très catholique. On a le droit de croire, bien évidemment. C'est pour ça que je disais, il n'est pas relativiste, il est pluraliste. Bon, qu'il y ait d'autres visions que le mien, et qu'il y ait autour de moi des gens qui se font... oui,
bien entendu. Hein, bon. Mais ces visions ne se détruisent pas les unes les autres, comme les mondes ne se détruisent pas. Le monde de la mouche ne contredit pas le monde de l'abeille, mais ce sont deux mondes différents. Je vous renvoie à un livre qui a marqué ma jeunesse et mes études de philosophie, qui est le livre du fondateur de ce qu'on appelle l'éthologie. Je l'ai cité dans mon débat avec Cyrenique, auquel peut-être certains d'entre vous ont assisté à Sifour il y a un mois, le livre de von Uexküll, qui est Mondes animaux, monde humain. C'est un chef-d'œuvre absolu, c'est un livre qui a un siècle, hein, Mondes animaux, monde humain, dans lequel Uexküll essaye de nous décrire justement ces univers, ces bulles, hein, ces Umwelt, dans lesquels vivent les animaux, et ces univers ne se contredisent pas. Chacun est dans sa bulle, voit des choses que les autres ne voient pas, sent des choses que les autres ne sentent pas, et organise sa vie à partir de ce monde de sensations qui est le sien. Voilà. Comment ? C'est un peu comme Leibniz. Ah oui, c'est assez Leibnizien, effectivement, tout à fait. Les monades de Leibniz, effectivement, chacun est dans sa bulle, voilà. Et Marcel Conche reprend beaucoup cela. Alors, on peut regretter d'une certaine manière que Marcel Conche n'ait pas construit véritablement une philosophie. Il ne pouvait pas le faire, puisqu'il se déclarait sceptique, il ne pouvait pas construire un système, mais il aurait peut-être pu, si le temps, j'allais dire, si le temps lui avait été donné, il a eu du temps quand même, jusqu'à 100 ans, moins un mois, mais il aurait peut-être pu développer un peu plus sa propre vision. Alors il l'a fait de façon parcellaire, et c'est en cela que je le rapproche de Nietzsche, qui m'est très cher. Nietzsche dit: vous croyez que ma pensée n'est pas une pensée ordonnée et organisée parce que je l'ai écrit sous forme d'aphorismes, de petits paragraphes, parce que je n'ai pas écrit un grand livre synthétique que Nietzsche aurait aimé écrire à la fin de sa vie. Mais Nietzsche n'a pas pu écrire le livre synthétique que Marcel Conche n'a pas écrit non plus, hein, voilà, deux philosophes qui nous laissent avec des éléments de ce qui pourrait être une philosophie, mais c'est une façon aussi de nous mettre devant nos responsabilités. C'est peut-être à nous de construire ceux qui n'ont pas eu le temps de construire, ce que le destin leur a empêché de construire. Mais en tout cas, il y a une grande cohérence au fond chez Marcel Conche, sauf sur un point qui m'a toujours troublé. Bon là, mais j'ai pas le temps de développer tout ça, mais je vous en dis un mot quand même, par honnêteté intellectuelle. Je suis quand même troublé que Marcel Conche croyait en la liberté, dans le libre arbitre humain. C'est problématique. Il y a chez Marcel Conche une sorte de dualité, mais qui s'inspire de Montaigne en fait. Hein. Je vous ai cité ce moment où Montaigne devient sceptique à l'égard de son propre scepticisme, en disant non, on ne peut pas douter de tout, il y a des choses dont on ne peut pas douter. Pas douter de la morale, des valeurs, de l'honnêteté, qu'il y ait un bien et un mal, ça c'est pas. Et Marcel Conche a écrit un livre qui s'appelle Le fondement de la morale. Et moi j'ai toujours beaucoup de mal avec ça. Je l'ai interrogé 100 fois, mais il était très bloqué, je dirais. Lui qui était si ouvert, il était assez bloqué là-dessus. Le premier écrit de Marcel Conche, c'est sur les enfants, sur la mort des enfants. C'est un livre de réflexion on sortait de la Seconde Guerre mondiale, on sortait des horreurs du nazisme, et donc c'est un livre sur la mort des enfants qui est impardonnable, qui est injustifiable. Hein, bon. C'est la souffrance absolue, parce qu'un enfant ne comprend pas évidemment ce qui lui arrive. Un adulte peut se faire des discours, il peut avoir des croyances pour se réconforter. Un enfant est confronté au mal absolu, à la violence absolue. Et donc c'est un très beau texte qu'il avait publié dans la revue de l'enseignement philosophique, hein, dans laquelle il a beaucoup publié. Il a toujours été membre de l'association des profs de philo, dont je fais partie aujourd'hui encore. Il a beaucoup publié dans ça. Donc il y a cette idée d'une morale des droits de l'homme, si vous voulez. Marcel Conche n'a jamais douté des droits de l'homme, voilà. Et oui, c'est bien, et en même temps ça me perturbe, voilà. Mais je vous le dis tout net, ça me perturbe intellectuellement, non pas parce que je ne crois pas aux droits de l'homme, mais parce que ça me semble difficilement compatible avec le fond même de sa philosophie, voilà. Et je lui ai fait un jour, il ne m'a pas répondu. Les 2 ou 3 fois où Marcel Conche ne m'a pas répondu, je me suis dit que peut-être je visais un peu juste, parce qu'il était très fort pour répondre à tout. Hein. Je lui ai dit, et j'ai sa lettre, j'ai sa réponse, un peu emberlificoté, m'a-t-il semblé. Je lui ai dit, il y avait pourtant une façon de justifier
de sacraliser la morale, la valeur absolue de la personne humaine à partir de l'idée de fragilité, précisément. C'est parce que nous sommes fragiles, si nous étions tout puissants, la question ne se poserait pas. C'est parce que nous sommes des créatures fragiles, c'est parce que nous sommes des créatures mortelles, que précisément nous devons nous respecter les uns les autres, ne pas rajouter de la violence à la violence que la nature nous fait subir, parce que la nature est sans pitié, hein. C'est la phrase d'Anaximandre que je citais tout à l'heure. Bon. Donc voilà, je lui avais lancé une perche pour lui dire, est-ce qu'il n'y aurait pas possibilité, en fait, de fonder la morale autrement que par une sorte d'absolu qui tombe du ciel, en fait. Voilà, c'est lui qui rejette toutes les valeurs, toutes les croyances, toutes les religions, et il a une sorte de religion des droits de l'homme, qui est peut-être compréhensible pour un homme de sa génération, qui a connu la Seconde Guerre mondiale, etc. Voilà. Mais j'ai eu du mal par rapport à ça, voilà, je vous l'avoue humblement, mais peut-être que d'autres lecteurs ont moins de difficultés. C'est un optimiste. Oui, c'est un optimiste. Bon, ceci dit, il était, mis à part ce facteur-là, il était d'une extrême cohérence. Hein. Il a vécu de façon extrêmement écologique, je veux dire, il n'avait pas de machine à laver, il avait une petite voiture qui avait 30 ans, parce qu'il fallait quand même qu'il se déplace un peu, mais bon, il a vécu près de la nature, de façon très frugale, il a vécu un peu comme un grec, des temps anciens, voilà, et sur ce plan, il était assez admirable. Et puis il avait cette ironie, ce sourire indéfinissable que j'adorais. C'était un homme rare, franchement. Ceux qui ont eu la chance, comme moi, de le côtoyer, se sont rendus compte qu'ils avaient affaire quand même à une personnalité hors du commun, hein, un tout petit homme qui est... Alors les dernières années j'ai rendu visite, c'était assez extraordinaire parce que physiquement il avait un peu décliné, hein, il avait 90 ans à peu près, et donc il marchait tout doucement, il traînait les pieds, mais intellectuellement il était brillantissime, il était aussi rapide, aussi vif que dans 20 ou 30 ans auparavant. Voilà. Non, c'était quelqu'un il avait, oui, je pense que la guerre a joué un rôle très important. Ça a dû le marquer. Voilà, il y a des choses qui l'ont marqué, ce qui se comprend. Hein. Bon, il y a la guerre qui l'a marqué, il y a la souffrance de sa femme, la fin difficile de la vie de son épouse. Voilà. Il y a un certain nombre d'éléments qui peuvent expliquer pourquoi il n'est pas allé jusqu'au bout, je dirais. Il est moins sceptique finalement que Pyrrhon. Mais il n'affirme pas, il dit la philosophie est sceptique, mais il n'a jamais dit lui-même je suis sceptique. Bon, il n'a pas qualifié lui-même sa propre philosophie. Voilà. Elle est difficile à qualifier, sa propre philosophie. Moi je préfère le terme pluraliste. Voilà. Avec cette idée, Montaigne l'a énormément marqué, il n'y a aucun doute. Hein. Mais curieusement, on lui avait demandé, avec Jean-Claude Gauss, on lui avait demandé si vous partiez sur une question classique à la Bernard Pivot, hein, Dieu ait son âme. Bon, on lui avait demandé si vous partiez sur une île déserte et que vous deveniez emmener un seul livre, qu'est-ce que vous emmèneriez? On pensait qu'il allait dire Montaigne. Non, il a dit les pensées de Pascal. Ça nous avait troublés, hein, les pensées de Pascal. Il a dit voilà, s'il y avait un livre, un seul que j'emmène sur une île déserte, ce serait les pensées de Blaise Pascal. Et c'est vrai qu'il y a un côté très pascalien. Et ça m'a rappelé un professeur merveilleux de français que j'ai eu à Hippocane, au lycée de Toulon, certains d'entre vous l'ont peut-être connu, qui s'appelait Michel Flacon. On était tous en adoration devant Michel Flacon, qui avait lancé Mireille d'Arc au cinéma, qui écrivait Les mots croisés du poing, qui était un homme exceptionnel. Je me rappelle ces mots de Michel Flacon qui nous ont tous troublés quand on était ses étudiants. Il disait « Je suis pascalien, sauf pour l'essentiel ». Et j'ai presque envie de dire, on pourrait dire, Marcel Koch aurait pu reprendre cette formule. Je suis pascalien, sauf pour l'essentiel. Bon, écoutez, merci de m'avoir écouté. J'espère que je vous ai donné envie de lire Marcel Koch.